On ne va pas perdre de temps, histoire de ne pas finir trop tard non plus. Et on va démarrer avec le premier titre dont je vais vous parler ce soir. Donc vous allez voir, on va commencer par parler de Boys Love. Et le premier titre en Boys Love que je vais vous présenter, c'est pas une nouvelle série, entre guillemets, c'est pas une nouveauté, c'est une suite de séries. C'est assez rare que je fasse ça, mais à l'époque, j'étais pas aussi actif sur Twitch, donc j'avais pas pu vous en parler au moment de la sortie du tome 1, en tout cas je crois pas. Donc du coup, c'est un titre qui me tient tellement à cœur que je profite de ce tome 2 pour vous en parler ce soir. Il s'agit du tome 2 du Monstre et la Bête qui est sorti il y a quelques semaines. Je crois que c'est sorti en octobre chez Taifu Comics. C'est donc le tome 2 du Monstre et la Bête, donc c'est une série de Renji qui est sortie maintenant il y a quelques mois, je crois. J'attendais cette sortie avec grande impatience, même la sortie du tome 1 à l'époque, puisque j'avais déjà vu en fait cette série un petit peu sur le web. Donc du coup, eh bien, les dessins me plaisaient bien, et cetera. Donc j'avais très hâte de le découvrir en France. Je suis super content que Taifo Comics le propose désormais en France. Le Monstre et la Bête, c'est juste un énorme coup de cœur pour moi. C'est une série pour moi qui est hyper sous-cotée. J'en ai pas tant que ça entendu parler, je sais pas vous. Mais le Monstre et la Bête, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je te rassure Alex qui dit: «Moi j'avais un peu peur d'avoir un truc à la Matka», mais en fait non, effectivement on n'est pas du tout là-dessus, hein. Au contraire, Le Monstre et la Bête, c'est vraiment un manga hyper, hyper mignon. Donc pour vous resituer un petit peu l'histoire, donc en fait on suit, Liam, donc qui est, un peu perdu, dans la forêt, et en fait il se fait agresser par un groupe de petits brigands en fait. Qui veulent le dépouiller. Donc dans cette forêt-là, a priori, il n'y a personne. Mais en fait, si, il y a donc une bête, qui est voilà, la fameuse bête. On ne sait pas trop, hein, le monstre et la bête, vous allez voir, on ne sait pas trop qui est le monstre, qui est la bête, mais en tout cas, il y a Kavo, donc, qui est ici la bête que vous voyez là. Peut-être que vous la verrez mieux sur la quatrième de couve. Voilà, c'est lui ici. Donc c'est un monstre, hein, donc il y a un petit peu de surnaturel dans le monstre et la bête, mais ça reste un récit relativement réaliste, mis à part le fait que Kavo soit un monstre. Et donc Kavo, en fait, va sauver Liam en faisant peur aux brigands, enfin, il va sauver en fait Liam de cette attaque, de cette agression qu'il subit de ses compagnons de route. Liam, lui, une fois donc débarrassé de ces brigands, de ces attaquants, eh bien, il se retrouve nez à nez avec Caveau, et la grande surprise, il n'a pas de réaction. Liam, il trouve ça tout à fait normal de se retrouver en face à face avec une bête comme ça, qui a priori pourrait faire peur. Et donc Caveau lui-même, du coup, est surpris de la réaction de Liam, puisque habituellement quand il y a des humains qui le voient, eh bien il crie, il s'enfuit, enfin il y a des réactions vraiment négatives en fait à son égard, des réactions apeurées qu'on peut a priori comprendre, hein. Il est quand même assez massif, Caveau, donc il peut faire peur. Mais Liam, non, pas du tout. Alors lui, il va rester hyper calme. Il n'y a aucun souci pour lui. Voilà, ça commence de manière assez originale. Et donc, eh bien, en fait, ils vont discuter comme d'humain à humain, hein, finalement. Et Caveau, qui donc est un monstre dans son apparence, mais qui est juste mais adorable. Quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure, voilà, Akira qui disait Caveau c'est un amour. C'est exactement ça, Caveau il est adorable, il est super gentil, et donc il va proposer à Liam, eh bien, tout simplement de l'aider à se repérer dans la forêt et à sortir de la forêt pour se rendre là où il souhaite aller. Donc, du coup, ils vont se balader comme ça ensemble jusqu'à la sortie de la forêt, et en fait, ils vont tellement bien sympathiser que Caveau va avoir envie de carrément accompagner Liam
dans la ville dans laquelle il se rend. Caveau n'est jamais sorti de sa forêt, c'est le seul environnement qu'il connaît, il connaît pas du tout la ville et la vie citadine, mais même pas la vie d'un village, hein, vraiment il connaît que la forêt, il a toujours vécu dans la forêt. Et donc il va se rendre, bah, voilà, il va se rendre avec Liam, dans cette ville, puisqu'en fait il peut se cacher dans l'ombre, de Liam. Donc du coup, parce que sinon évidemment il serait pas passé complètement inaperçu, en ville, hein, Caveau il est quand même assez massif et donc non, il se cache dans l'ombre, de Liam, pour pouvoir l'accompagner. Et donc c'est le début, d'une très grande aventure, puisque, bah, Caveau va beaucoup, beaucoup s'attacher à Liam. Caveau, lui, il a du coup jamais eu de vraie interaction avec qui que ce soit, parce que, bah, les humains, il leur fait tous peur et même dans la forêt, globalement, même les autres animaux et cetera, sont pas forcément très avenants à l'égard de Caveau. Donc Liam, c'est vraiment son 1er contact, son premier ami. Et donc, bah, il va énormément s'attacher à lui. Liam, lui, de son côté, bon, il est un peu plus détaché, on va dire, hein, voilà, il est assez détente, assez libéré, donc du coup, voilà, le Caveau l'accompagne, mais bon, s'il ne l'accompagnait pas, ça serait un petit peu pareil. Et donc ce qui va être intéressant, il y a pas, voilà, que cet aspect-là des deux, Liam et Caveau qui vont se lier et dont la relation va évoluer. Il va y avoir une intrigue derrière un petit peu plus, action, suspense, puisque en fait des espèces de gardes royaux, sont à la recherche d'un homme qui correspond exactement à la description physique de Liam. Mais sous un autre nom. Il ne cherche pas Liam, il cherche un homme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Liam, mais qui ne se fait pas appeler Liam. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 1 qui nous tient en haleine. Moi, j'avais qu'une hâte en lisant la fin du tome 1, c'était d'avoir le tome 2. Donc là, ça y est, il est sorti. On a la suite de notre bah, de cette espèce d'énorme cliffhanger de la fin du tome 1 et la suite est pas décevante du tout. On entre direct dans les premières pages avec une scène d'action. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas un spoil, hein, mais vous voyez, il y a vraiment des scènes d'action, quoi. C'est Caveau qui se bat avec des hommes un peu mystérieux. Et les scènes d'action sont vraiment très très bien réalisées par Renji, par la mangaka. Donc c'est vraiment chouette. Euh, donc le tome 2, bah, je l'ai trouvé tout aussi excellent que le tome 1. Donc le tome 1, il pose vraiment les personnages, l'environnement, etc. Là, on va aller un petit peu plus loin. Les deux, Caveau et Liam, vont un petit peu plus se confier. Il va y avoir à nouveau des scènes d'action vraiment hyper intéressantes. Et donc, du coup, ce tome 2, vraiment, il est aussi excellent que le 1. Et moi, je vous recommande largement donc la lecture du Monstre et la Bête. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce titre. Donc, je vais lancer le sondage. Enfin, il était déjà disponible, mais j'affiche ici les résultats. Donc si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas à le faire pour savoir bah, si vous avez déjà acheté Le Monstre et la Bête, si c'est une série qui vous intéresse, si vous hésitez un petit peu à l'acheter ou si vous êtes carrément pas du tout intéressé. Donnez-moi votre avis et n'hésitez pas à compléter sur le chat. Alex qui dit oui, il est super bien ce titre, c'est une bonne surprise. Qu'est-ce qu'on a eu comme discussion? J'ai vu une discussion un petit peu sur, sur les muscles versus les twinks. Jedo qui dit oui, c'est bien les mecs musclés, là où Andro Tradi lui dit vive les twinks. Bah ici, finalement, on a un petit peu les deux gabarits, hein, puisqu'on a Liam, donc, qui est plutôt ici, qui est l'humain, qui est plutôt élancé, on va dire. Là où Caveau, du coup, est un monstre assez imposant, mais pour autant, vraiment, je le répète, avec son apparence
un peu brut, mais en fait, à l'intérieur, il est tout l'inverse. Il est vraiment adorable, il est un peu maladroit même parfois, enfin c'est assez touchant. Donc on peut se dire un boys love avec une bête et un humain, c'est un peu bizarre comment il va y avoir une relation entre les deux, mais je vous assure qu'il y a vraiment une des relations les plus pures et les plus mignonnes que j'ai pu lire dans un boys love. Je ne sais pas si les 20% là qui ont déjà lu Le Monstre et la Bête peuvent confirmer ce que je dis, mais vraiment, ce récit est d'une mignonitude, mais extraordinaire. Euh, et c'est vraiment super, super réussi. Et alors moi, ce que j'adore, c'est quand la mangaka fait les personnages en mode SD, en mode super déformé, donc en mode tutti, là. Je vais vous montrer. Donc sous la jaquette, voilà, on a Caveau là par exemple ici en mode SD. J'adore, je trouve ça super mignon. D'ailleurs, si vous suivez pas la mangaka sur Twitter, je vous invite à aller jeter un œil à son compte Twitter. Je crois que c'est Renji du bas Range, R-A-N-G-E. Et elle poste en fait plein d'illustrations, plein de dessins. Elle est à fond sur sa série Le Monstre et la Bête. Elle est vraiment super attachée au personnage. Voilà, merci Alex de confirmer le compte Twitter de Renji. Et du coup, elle poste plein de petites illustrations pour toutes les occasions, ou parfois même sans occasion. Elle est hyper proche des gens. Moi, souvent, je la taguais quand je recevais mes mangas, ou alors j'en avais parlé dans le Coyote Mag, parce que j'écris pour ce magazine. Et du coup, je lui avais dit, bah voilà, j'ai fait un article sur votre super œuvre, etc. Elle était trop touchée en DM. Elle m'a demandé si elle pouvait avoir une capture d'écran de l'article, etc. Enfin, trop adorable, elle est hyper accessible, donc n'hésitez pas si vous avez déjà acheté son œuvre bah, à prendre une petite photo de votre manga version française, ça lui fera super super plaisir. Et puis si vous n'avez pas encore découvert Le Monstre et la Bête, vraiment je vous invite à découvrir cette série. Elle a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc la relation entre les deux partenaires. Merci beaucoup Androtradi pour le follow, merci beaucoup. Donc il y a tout dans Le Monstre et la Bête. Il y a donc la relation entre les deux personnages principaux qui évolue petit à petit. Voilà, il y a Caveau qui va être assez possessif avec Liam, et Liam, lui, il n'a pas l'habitude parce qu'il a plutôt l'habitude de voyager seul et de multiplier les conquêtes et donc d'être plutôt libre, libertin, etc. Donc il y a cette relation entre les deux, et derrière il y a une vraie histoire, un vrai fil rouge, un vrai mystère qui n'est pas du tout résolu dans ce tome 2. Donc on attend un petit peu la suite pour en savoir plus sur le personnage de Liam, mais il y a un vrai mystère autour de lui et qui se traduit par des scènes d'action, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Il y a un côté très poétique. Moi, Le Monstre et la Bête, ça me fait beaucoup penser à tous ces mangas et ou animés où il y a justement un petit peu ce récit initiatique, cette aventure entre un humain et une bête. Je pense à The Ancient Magus Bride, par exemple, qui existe en manga et en animé, que j'adore. Il y a aussi... c'est pas l'enfant et le maudit que je cherche, c'est Somalie et l'enfant de la forêt. Voilà, qui a aussi été récemment adapté en animé, où il y a ce truc-là où ils vont un petit peu dans un village, une ville différente à chaque fois. Bah là, on a un petit peu, on se dirige visiblement un petit peu vers la même chose. C'est-à-dire que vraiment, on a cette aventure où on sent que vraiment ils vont voyager un petit peu partout. À chaque ville, il va probablement se passer une petite aventure. C'est le cas là dans ce tome 2. Ils vont tomber sur un petit garçon qui est égaré parce que son village est attaqué, et donc ils vont intervenir, etc. Donc voilà, Le Monstre et la Bête, vraiment, vous l'aurez compris, c'est une série que j'adore. J'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup plus de monde qui lisent Le Monstre et la Bête.
Le garçon et la bête dans le même style, vraiment bien comme titre. Ouais, tout à fait, excellent film, excellent film. Alors évidemment, donc c'est pas un boys love, hein, mais on est un petit peu voilà, dans la même relation avec finalement qui est plus un monstre que l'autre, quoi. Oui, tout à fait, hein, les titres que j'ai cités, c'est pas des boys love, mais c'est pour vous expliquer un petit peu dans quelle ambiance on se trouve dans Le Monstre et la Bête. Et justement, bah, finalement, l'aspect boys love, évidemment, il est présent parce qu'il y a une relation qui est développée entre les deux personnages principaux. Mais finalement, c'est pas que ça, Le Monstre et la Bête. Donc, le fait que ça soit un boys love, c'est pas très important. Et je pense que ce titre-là pourrait plaire à tout un tas de monde qui ne lit pas forcément du boys love. Donc, je le recommanderais tout à fait, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas encore lu de boys love, mais qui aime les récits de ce type-là. J'aurais aucun souci à lui recommander parce que l'aspect boys love est pas si présent que ça. Par exemple, il n'y a pas du tout de scène moins de 18 ans, hein. Donc du coup, vraiment, pour l'instant, on est dans un récit 100% tout public, hein, si j'ai envie de dire. Donc, Takagi Senpai qui demande le style de relation créature et humain. Le style de relation créature et humain, quoi. Oui, voilà, on a vraiment ce questionnement de l'apparence qui reflète l'habit ne fait pas le moine un peu. Et là, c'est tout à fait ça. Kavo, qui est une créature assez imposante, assez flippante, tous les humains ont normalement peur de lui. Bah là, Liam, lui, il va pas du tout le considérer comme ça. Et c'est ça qui va créer la relation entre les deux et qui va totalement changer leur vie à tous les deux. Donc voilà, Le Monstre et la Bête, il y a déjà 2 tomes qui sont disponibles. C'est une série qui est toujours en cours. C'est disponible chez Taifo Comics et vraiment, je vous recommande largement la lecture de cette série. Et si vous avez déjà lu et apprécié cette série, faites-en un maximum de pub autour de vous parce que vraiment, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez du Monstre et la Bête. Donc n'hésitez pas à en faire la publicité si vous avez apprécié. Très bien, donc ça c'était pour le premier manga que je voulais aborder ce soir, donc c'était une suite, un tome 2. Maintenant on va partir là cette fois-ci sur une nouveauté dont vous avez probablement déjà entendu parler puisque elle est également sortie en octobre. Je suis un petit peu en retard dans la présentation de mes reviews. Mais donc ce deuxième titre, c'est évidemment Megumi et Tsugumi. Donc on reste chez Taifu Comics. Alors cette fois-ci, voilà, Le Monstre et la Bête, j'ai dit que c'était un récit accessible à toutes et tous parce que l'aspect boys love est pas très présent. Megumi et Tsugumi, c'est très clairement un boys love et en plus c'est un boys love Omegaverse. Donc Omegaverse, je le rappelle, c'est un univers où on a des individus de type alpha, bêta et oméga, et pour chaque type, on a des caractéristiques qui correspondent. Donc les alphas, ce sont les personnes dominantes, il y en a très très peu. Les bêtas, eux, il y en a beaucoup, c'est des gens lambda qui n'ont pas forcément, voilà, de caractéristiques particulières, qui ne sortent pas spécialement du lot. Et les omégas, qui eux, du coup, sont un peu soumis aux alphas, parce qu'ils ont des chaleurs qui font qu'ils sont attirés par les individus alpha et ils peuvent quelque part rien y faire, c'est vraiment génétique. Quand ils sont en chaleur, ils ont besoin d'entrer en relation avec un alpha pour pouvoir se calmer, pour pouvoir calmer leur période de chaleur. Donc voilà pour l'univers Omegaverse. Alors rassurez-vous, Taifu Comics a très bien fait les choses, puisque vous voyez, dès le début du manga, on a une page entière qui explique qu'est-ce que c'est l'Omegaverse. D'autant plus que l'Omegaverse peut être interprété de différentes manières en fonction des auteurs ou des autrices. Voilà, l'Omegaverse, c'est un univers qui a ses règles, mais en fait, chacun et chacune en fait ce qu'il ou elle veut. Donc parfois, il y a des règles qui diffèrent un peu entre les œuvres. Bref, donc là, vous avez toute une page qui vous explique ce qu'est l'Omegaverse. Donc ça c'est bien pour les personnes qui n'en auraient pas encore lu pour l'instant.
GPL qui dit: «Je sais pas pourquoi, mais les Omegaverse me tentent pas trop». Eh bien, figure-toi, pour les personnes qui sont habituées, à me lire sur les réseaux sociaux et cetera depuis pas mal d'années, et bien, moi non plus, hein. À la base, je suis pas un fan ou en tout cas pas un convaincu de base, de l'Omegaverse. Moi, les premiers titres Omegaverse qui sont sortis en France, je les ai pas trop aimés. Donc du coup, ça m'a donné un petit peu d'a priori sur cet univers-là et il y a plein de titres qui m'ont fait changer d'avis et Megumi et Tsugumi fait partie de ces titres qui exploitent très, très bien, l'univers Omegaverse, voilà, qui ne qui exploite justement l'univers Omegaverse et qui le détourne pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc Andro Tradi qui dit ce délire Omegaverse c'est vachement bizarre je trouve, va falloir que je me penche dessus, mais je trouve ça pas loin du racisme, genre tu es comme ça dans tes gènes donc tu ne peux être que soumis, c'est chelou. Et bien figure-toi que justement dans Megumi et Tsugumi, mais aussi dans d'autres œuvres, cet aspect-là problématique de l'univers Omegaverse, il est justement utilisé pour dénoncer bah, même la société dans laquelle nous on vit. Parce que certes, on n'est pas classé en individu alpha, bêta, oméga de manière génétique, mais en fait on va retrouver pas mal de choses. En gros, les alphas, c'est un peu ceux qui dominent le monde. Donc on peut faire un parallèle assez facile en fait vis-à-vis de notre société. Et là, dans Megumi et Tsugumi, justement, on a un personnage Oméga, donc théoriquement qui est un peu soumis, etc. Euh, Ici, voilà, c'est ce personnage-là. Alors Megumi et Tsugumi, je les confonds toujours. Ouais, l'Oméga, c'est Tsugumi, voilà, que je me trompe pas. Donc, c'est celui-ci, l'Oméga. Et justement, eh bien, lui, il refuse totalement cette hiérarchie-là. Il refuse de se laisser soumettre par ses gènes, par le fait d'être un Oméga. Et donc, du coup, eh bien, il essaie à tout prix, il se concentre énormément pour maîtriser ses chaleurs. Et donc, du coup, il dégage quand même des phéromones. Donc, du coup, souvent, il s'attire beaucoup d'ennuis et il y a des alphas qui viennent souvent vers lui en essayant de profiter de sa période de chaleur. En tout cas, du fait qu'il dégage des phéromones. Euh, donc du coup, voilà, on a un personnage Oméga qui n'est pas du tout, entre guillemets, ce qu'il devrait être. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est l'univers Omégaverse qui est un peu détourné et qui est carrément mis à mal par ce personnage-là qui se refuse à se laisser dominer par les alphas. D'ailleurs, il casse la gueule des alphas assez souvent, hein. Il y a une scène où il y a des alphas qui sont sur le point d'agresser une oméga, parce que ça s'applique aux deux genres, masculin et féminin, c'est alpha, bêta, oméga. Eh bien, il va sauver cet oméga en cassant la gueule carrément des alphas. Et c'est ce qui va faire qu'il va croiser la route de cet alpha-là, donc, qui est donc Megumi, puisque Megumi est le pote de ces grosses baltringues, là, ces alphas qui ont essayé de profiter d'une oméga pour l'agresser. Donc du coup, il va absolument vouloir se battre en duel Tsugumi face à Megumi. Et alors Megumi, il est totalement perturbé parce que Tsugumi dégage plein de phéromones, ce qui fait que lui étant alpha, eh bien ça le perturbe beaucoup. Il faut savoir, donc j'ai dit, l'oméga est pas conforme à ce qu'on attend d'un oméga dans cette société-là, mais par ailleurs, Megumi n'est pas non plus un alpha convaincu que les alphas doivent dominer le monde, profiter des omégas, etc. Au contraire, il se bat contre ça, et lui, il veut être un alpha respectueux des omégas. Donc il est vraiment pas du tout ce qu'on attend d'un alpha. Donc on a deux personnages qui sont très critiques envers la société dans laquelle ils vivent. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que l'univers Omégaverse, oui, il peut paraître très injuste, ça peut paraître être un univers affreux, etc. Là, c'est abordé comme ça. Et c'est ces deux personnages qui vont essayer de mettre un petit peu le bazar dans cet univers Omégaverse. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très très intéressant du titre. Et évidemment, Megumi et Tsugumi, la grande force, c'est que c'est une comédie hyper efficace. Donc vous le voyez, la quatrième de couverture, voilà, on devine tout de suite ce côté-là très humoristique. Moi, j'ai beaucoup ri dans ce récit-là.
On a Tsugumi qui est toujours en colère, qui crie sur tout le monde, qui a envie de casser la gueule de tout le monde parce qu'il est en colère contre cette société qu'il juge injuste. Donc voilà, c'est assez rigolo de le voir tout le temps s'énerver, etc. Il a une fierté démesurée. C'est assez marrant. Euh, Blue Popkin qui dit ils sont tellement mignons en chibi, mais je suis tellement d'accord. Donc on a vu le monstre et la bête aussi, les personnages en mode chibi. Là aussi, du coup, Mitsuru Si s'est amusé à les faire en mode chibi et c'est super marrant. Donc l'humour, c'est une des grandes forces. Ensuite, on a évidemment les dessins. Regardez-moi cette illustration. Je sais que Jado adore cette illustration de Tsugumi, qui est quand même super sexy sur cette illustration. Voilà, les dessins sont vraiment très réussis. Alors, c'est pour public averti, hein, il y a des scènes d'amour, comme j'aime bien dire. Donc, c'est évidemment réservé à un public averti. Mais vous voyez, il est toujours super vénère. Voilà, là, il fait un doigt d'honneur aux alphas qui ont essayé d'agresser la fille Oméga. Voilà, c'est assez marrant. Ils ont en fait des personnalités assez exacerbées, les deux personnages. Ce qui fait que voilà, ils se taquinent tout le temps, ils se crient dessus. Tsugumi veut rien lâcher, veut pas montrer ses faiblesses, etc. C'est assez drôle. Et donc du coup, on va avoir droit à une suite hein, de Megumi et Tsugumi. C'est pas à proprement dire un one-shot, même si vous voyez, il y a pas écrit tome 1, mais en tout cas, il y a une suite à cette histoire. Et heureusement, sinon, la fin serait un petit peu frustrante. Donc voilà, si vous vous êtes pas encore mis à l'Omégaverse, ça peut être un moyen intéressant de découvrir l'univers d'une manière un petit peu positive et justement pas, enfin, qui détourne en fait le principe de l'Omégaverse pour critiquer cet univers-là et cette société-là. Donc il y a vraiment cette critique-là qui est intéressante. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'humour, donc ça vraiment vous allez beaucoup rire. Voilà, les expressions des personnages sont toujours très bien montrées et toujours très exagérées. On se croirait presque sur ce côté-là dans un shoujo par exemple. Voilà, on peut faire un petit peu ce rapprochement-là. Donc j'ai lancé le sondage, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté Megumi et Tsugumi, si vous avez envie de vous l'acheter, si vous hésitez à le lire ou si vous n'êtes pas du tout intéressé. Donnez-moi votre avis, donnez-le également sur le chat, n'hésitez pas. Blanche, salut Blanche, pardon, je pense que j'ai raté ton arrivée. Merci beaucoup d'être là ce soir. Il me donne vraiment envie ce manga, entre les dessins et l'histoire, je le veux. Bah oui, voilà, vraiment, je te le conseille à 100%. Hein. Megumi et Tsugumi, moi, ça a été une excellente lecture. Déjà, avant même qu'il sorte, on m'en avait dit beaucoup de bien, mais du coup, j'attendais quand même de lire moi-même parce que étant parfois assez sceptique sur l'Omégaverse, j'avais quand même envie de découvrir ce récit avant de me dire que j'allais l'adorer parce que tout le monde l'avait adoré. Donc voilà. Blue Popkin qui dit oui, j'ai eu peur quand j'ai pas vu de 1 sur le tome. Bah oui, moi aussi. Je me suis dit, mais en fait, je m'étais vraiment mis dans la tête que c'était un one-shot. Et donc, du coup, quand j'étais sur la fin, j'étais là. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible de s'arrêter là. GPLI qui dit bon bah du coup vous me faites tous hésiter. Vraiment GPLI, si t'as jamais lu d'Omégaverse, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée Megumi et Tsugumi. Honnêtement, vu que ça renverse justement ce système-là de dominant, dominé, alpha, oméga, que les deux sont pas d'accord avec la société dans laquelle ils vivent, que l'alpha veut être respectueux de l'oméga et que l'oméga, lui, il fait tout pour cacher ses chaleurs, etc. Bah vraiment, c'est hyper intéressant à suivre. Alors, ouais, pour finir sur Megumi et Tsugumi, ce que j'ai adoré aussi, c'est les parents de Tsugumi, donc ces deux papas.
puisque du coup dans l'Omégaverse, les hommes Oméga peuvent enfanter, peuvent être enceints, peuvent donner la vie. Donc du coup, Tsugumi, il a deux papas et ils sont trop adorables. Il y en a un, il est tellement papa poule et du coup, il va totalement faire un interrogatoire à Megumi quand il va voir que Tsugumi commence à fréquenter Megumi. Il va totalement lui faire passer un interrogatoire. Voilà, c'est un papa poule qui s'inquiète pour son fils. C'est vraiment trop adorable et trop marrant. Donc ça fait partie de l'aspect humoristique du titre dont je vous parlais. Donc vraiment, on passe un excellent moment à lire ce manga et on s'attache vachement au personnage. Donc voilà. Voilà pour Megumi et Tsugumi. Globalement, vous êtes pas mal à l'avoir déjà. Vous êtes aussi pas mal à le vouloir. Et pas mal aussi à hésiter. Eh bien écoutez, j'espère que mon avis et l'avis des personnes du chat vous auront convaincu pour découvrir Megumi et Tsugumi. Donnez une chance à cet Omégaverse, même si vous avez été déçu par l'Omégaverse par ailleurs, ou que c'est un univers dont vous avez un petit peu peur, là honnêtement vous pouvez tout à fait apprécier le récit malgré ça. Blue Popkin qui confirme le père passif-agressif tellement drôle. Moi aussi c'est vraiment un des passages qui m'a beaucoup fait rire, mais il y en a beaucoup d'autres. Jado qui dit: ai-je parlé d'Omégaverse et d'homoparentalité dans mon mémoire? Possible YaoiCast, hashtag teasing, tu vas bientôt le recevoir. Oui! J'ai hâte de lire ton mémoire, Jado. Ça va m'apprendre plein de choses, j'en suis sûr, sur le Boys Love. Voilà pour Megumi et Tsugumi. Et c'était d'ailleurs les deux seuls Boys Love que je voulais aborder ce soir. Évidemment, j'ai reçu là vendredi tout mon pack de nouveautés Boys Love IDP, donc j'aurai très largement l'occasion de vous parler de plein de Boys Love très très vite. On va basculer maintenant d'éditeur et on va passer à l'éditeur qu'on adore tous et toutes. J'en suis sûr, je parle de Hakata et on va voir deux titres de Hakata très différents. Il y en a un d'ailleurs qui est pas du tout lié à des histoires d'homosexualité, quoique, mais enfin a priori non. Mais le premier dont je voulais vous parler, c'est un shonen manga. Donc vraiment c'est un manga qui est classé dans la catégorie shonen, qui est catégorisé comme ça au Japon. Ça s'appelle Comme sur un nuage et donc il y a le tome 1 qui est sorti tout juste avant le confinement, donc autant vous dire que le timing était affreux alors que c'est une série qui mérite tellement, tellement, tellement qu'on s'y attarde dessus. Donc Comme sur un nuage, le tome 1 est déjà disponible, le tome 2 sort en février si je ne me trompe pas, enfin bon il sort dans pas très longtemps puisque c'est une série terminée en 3 tomes et surtout c'est une série qui a démarré il y a assez longtemps en 2010. Donc c'est un auteur, donc c'est Okura qui a publié à la base son récit sur le net en 2010. Salut Andro Tradi, merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Bien sûr, hein, il y a un replay à chaque fin d'émission. Le replay est automatiquement dispo sur Twitch et ensuite je le mets également sur YouTube. Donc tu pourras rattraper tout ça, Andro Tradi, ne t'inquiète pas. Donc Comme sur un nuage, à la base, je le disais, Okura, donc l'auteur, l'a publié d'abord sur le net, sur le web. Ça a fait tellement de bruit que eh bien, un éditeur s'est intéressé et a voulu l'éditer en version papier. Et donc là, il y a eu un retravail en fait pour la version papier. Du coup, les dessins ne sont pas de Okura, les dessins sont de Koma Ashii. Mais le récit, lui, original, le scénario, est bien de Okura. Et donc Okura est un auteur homosexuel, donc qui est out, hein, il a fait son coming out. Et c'est assez important de le savoir, puisque du coup, Comme sur un nuage est un récit ce qu'on appelle on voice, c'est-à-dire que c'est une personne concernée par la thématique de ce manga qui a écrit le manga. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que il y a certains aspects du manga sur lesquels on pourrait s'interroger, mais sachant que c'est une personne concernée qui l'a écrit, eh bien, tout simplement, ça fait appel aussi à un vécu et à une connaissance de l'auteur.
Du coup, sur ce manga-là, donc on a en fait ce personnage, donc qui est, Dai Noshiro. Donc il est ado, il a 17 ans, il débarque dans un lycée. Alors Noshiro, c'est vraiment, le bon vivant et le mec super, super bienveillant. Donc du coup, il va arriver, il va essayer de se faire pote avec tout le monde dès le premier jour, où il arrive au lycée et il va rapidement remarquer, qu'il y a un des camarades de sa classe qui est souvent, souvent isolé. Donc ce camarade, c'est Ko, Sanada. Donc qui est isolé, les autres, personnes de la classe ne lui parlent pas. Il est vraiment en retrait, il est complètement ostracisé, au lycée et en fait, Noshiro va découvrir que c'est parce qu'il y a des rumeurs en fait, autour de lui, et en l'occurrence, des rumeurs sur sa sexualité et donc sur son homosexualité. Donc au début, il va pas trop savoir, voilà, sur quel pied danser. C'est-à-dire, il va se dire: «Bah, c'est une rumeur, mais toi, est-ce que tu es vraiment gay?» et cetera. Donc il va avoir une approche, de base un peu, beaucoup même, maladroite, avec Ko, Sanada. En tout cas, il va absolument vouloir être pote avec lui et cetera. Donc Sanada va lui dire que, bah, oui, oui, il est homosexuel, voilà, qu'il le cache pas, mais qu'il le crie pas sur tous les toits non plus. Et donc lui, Noshiro, évidemment, au début, ça va un petit peu le perturber parce qu'il avait jamais rencontré de personnes homosexuelles. Donc du coup, là aussi, il va faire preuve de beaucoup de maladresse à son égard avec voilà, des clichés, des préjugés qu'il peut peut-être avoir dans son esprit. Hem, Bref, mais ces maladresses-là, elles sont toujours avec un fond, bienveillant. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout être, dans l'humiliation, dans la violence et dans le rejet. Pas du tout. Lui, il dit: «Bon, bah, OK, tu homosexuel, mais je m'en fous moi, on peut être amis, enfin, c'est cool, quoi». Donc voilà et donc on va aussi beaucoup, suivre la vie perso, de ce personnage, de Sanada, puisque, lui, voilà, il a eu des aventures, avec des hommes un peu plus âgés que lui. Lui, il est encore ado et donc il va notamment croiser un de ses ex donc il va le croiser alors qu'il est, avec Noshiro. Heu donc voilà, après je vous spoil pas, mais en tout cas, il va y avoir des histoires autour de ça, et il y a un troisième personnage qui fait qu'on va potentiellement tomber dans un espèce de triangle amoureux. Donc ce personnage, malheureusement, j'ai plus son nom, la pauvre, cette lycéenne. Je l'ai lu il y a maintenant trop longtemps, donc j'ai pas retenu son nom. Mais en tout cas, elle est amoureuse, en tout cas on comprend qu'elle l'est, s'il y a pas de, il y a pas de comment dire? D'envie, explicitée, de relation. Mais, voilà, on comprend fortement qu'elle, elle est amoureuse de Sanada, mais qu'elle le cache et elle lui a jamais fait sa déclaration. Et donc Noshiro et Sanada eux, ils se rapprochent, mais voilà, c'est vraiment en mode, amitié et surtout c'est beaucoup, Noshiro qui se rapproche de Sanada plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que Sanada, c'est quelqu'un de très détaché. En fait, il a appris à l'être parce qu'avec ses rumeurs sur son homosexualité, bah, comme je l'ai dit, il est un peu mis de côté par sa classe et cetera. Donc bon, voilà, du coup, il est obligé de pas forcément faire attention aux autres et donc il a un caractère très, très détaché. Surtout, il est très, très, très mature pour son âge. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il va pas forcément, super bien s'entendre avec ses camarades parce qu'ils sont pas du tout, sur la même longueur d'onde. Sanada est, sur un niveau de maturité beaucoup plus élevé que ses camarades. Et donc c'est aussi pour ça qu'il fait pas vraiment cas du fait qu'il soit isolé dans la classe, et cetera. C'est pas quelque chose, en tout cas on le voit pas, si c'est le cas, on le voit pas dans ce tome 1, c'est pas quelque chose qui va profondément, l'atteindre. Lui, je pense que dans sa tête,
Là, c'est d'interprétation, hein, parce que moi aussi, j'ai peut-être un vécu similaire au sien, mais en tout cas, je me dis que dans sa tête, il se dit: «Bah, voilà, le lycée, c'est bientôt terminé. Ensuite, il va pouvoir partir, de sa ville natale et peut-être mener une autre vie, qui sera plus libre». En tout cas, on n'a pas la sensation, l'impression qu'il a un souci avec son homosexualité, hein. Voilà, on n'a pas ce ressenti-là dans le manga. Hem, donc du coup, si on devait le rapprocher, mais je j'ai pas envie de le faire trop non plus parce que ce sont 2 séries totalement différentes, mais si vous avez par exemple aimé, Blue Flag, qui est dispo chez Kurokawa, qui est également un shonen manga, mais qui n'est pas écrit par une personne concernée, et ben, vous aimerez forcément Comme sur un nuage parce que c'est un shonen manga qui parle d'homosexualité et là, en plus, parle d'homosexualité, c'est beaucoup plus le sujet central que, dans Blue Flag où on a d'autres personnages que des personnages LGBT. Là vraiment, vous le voyez, hein, sur la couverture, le personnage central, c'est Sanada. Pourtant, on a le récit, du point de vue de Noshiro, qui lui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas défini, de sa sexualité. Mais du coup, le personnage de Sanada va être beaucoup plus central que dans Blue Flag. Alors, dans Blue Flag, Thomas, le personnage homosexuel, a également une importance dans le récit, évidemment. Mais là, beaucoup plus, puisqu'on va vraiment se concentrer sur ces trois personnages principaux, plus l'ex petit copain de Sanada. Donc vous voyez, Sanada est vraiment au cœur du récit. Takagi Senpai qui me demande le terme que je vais utiliser pour parler d'œuvres écrites par des personnes concernées. Alors, c'est les récits Own Voice. Voilà, merci Sombresse, c'est mieux de le voir écrit que que de l'entendre prononcer par moi. Mais effectivement, c'est un récit, own voice, donc ça veut dire que c'est écrit par une personne concernée. Donc je vous l'ai dit, Comme sur un nuage, c'est sorti juste avant le confinement, ce qui fait qu'il a probablement, été, pénalisé par ce timing, malheureux. Donc du coup, vraiment, si vous l'avez déjà lu et que vous l'avez apprécié, eh bien je vous invite, fortement à en parler autour de vous. Je suis sûr que si vous l'avez lu, vous l'avez aimé. Je compte sur vous pour, en faire un maximum de bruit. C'est aussi pour ça que je vous en parle alors qu'il est sorti il y a 1 mois. Voilà, Comme sur un nuage, c'est vraiment un petit bijou. En plus, c'est en 3 tomes, donc ça va pas, forcément, vous engager, sur une série extrêmement, extrêmement longue, et c'est un récit super touchant, assez positif parce que, voilà, on a ce personnage de Noshiro qui est toujours hyper bienveillant, qui a toujours envie que tout le monde s'entende bien, que tout aille bien, qui voilà, qu'il y ait pas de choses négatives. Donc j'ai lancé le sondage, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu, acheté, commandé, Comme sur un nuage, si c'est un manga que vous avez envie d'acheter, si c'est un manga sur lequel vous hésitez, vous savez pas trop encore si vous allez le lire ou pas, ou si vous n'êtes pas du tout intéressé. En tout cas, moi je vous dis, c'est un récit en 3 tomes, voilà, il y a rien à perdre. Le tome 1 en plus c'est, vous voyez, assez gros, pourtant c'est évidemment au même prix, que je regarde combien de pages il fait. Ouais, il fait 250 pages, donc vous en aurez pour votre argent, j'ai envie de dire. Voilà, 250 pages pour ce premier tome. Hem Et vous voyez, il y a des bonus. Alors moi, j'adore quand il y a des bonus, en fin de tome. Bah, exactement comme toi, Sombresse, j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite, de Comme sur un nuage, nous réserve. Je vous ai pas encore trop montré l'intérieur, mais voilà, je peux vous montrer par exemple l'illustration, ici. Alex qui dit: «Ajouter sur ma liste», yes! Je suis très content de lire ça. Vraiment, j'insiste, c'est un récit qui mérite qu'on en parle. On a beaucoup, beaucoup parlé de Blue Flag et tant mieux parce que c'est une excellente, excellente série. Mais je vous assure que Comme sur un nuage, c'est tout autant un petit bijou. Alors dans des modes très différents, hein. Dans Blue Flag, on a Thomas, le personnage gay qui, n'assume pas du tout son homosexualité
et il n'y a pas du tout de rumeurs autour de lui sur son homosexualité. Ici, on a vraiment un personnage qui a déjà un vécu amoureux et qui a une maturité par rapport à ça. Donc c'est très différent. Mais en tout cas, en termes de qualité et en termes de caractéristiques, c'est-à-dire des mangas qui mettent en scène des personnages LGBT, mais qui ne sont pas des boys love, qui sont des shonen manga, je le répète, eh bien, c'est vraiment très intéressant. Takagi Sympa qui dit dans les 6 ou 7 euros, je pense foncer le prendre demain. Yes. Encore une fois, je suis très content. Vraiment, ce titre, j'ai vraiment envie de le défendre parce que bah, il m'a vraiment beaucoup touché et je pense qu'il en sera de même pour vous. Vous voyez, voilà, le petit trio, on le voit un petit peu différemment. Et Noshiro, voilà, qui a toujours la banane, qui a toujours envie de bien faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur un niveau de maturité, mais tellement différent. Là où Sanada est assez, même très mature, Noshiro, c'est encore un gamin, alors qu'ils ont le même âge, hein, les deux. Mais en termes de maturité, c'est pas du tout pareil. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est ce qui va rendre leur relation intéressante. C'est justement ces différences-là de maturité entre ces deux persos. Bonjour Karkari, merci beaucoup d'être là ce soir. GPD qui dit yes Nico, il faut défendre ce titre, il mérite plus de visibilité possible, comme la majorité des titres d'Akata. Je suis bien d'accord. Voilà, je peux encore vous montrer quelques planches à l'intérieur. En tout cas, je suis content au niveau du sondage. Vous êtes une large majorité, soit à l'avoir déjà, alors vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir déjà, mais en tout cas vous êtes beaucoup à le vouloir. Donc ça, je suis très content. Peut-être que vous êtes passé à côté parce que, bah, comme je vous l'ai dit, il est sorti au pire moment possible, c'est-à-dire il est sorti, je crois, le 28 octobre. Donc c'est-à-dire vraiment 2-3 jours avant le confinement, peut-être même moins. Enfin bon, bref, il est vraiment sorti au moment de l'annonce du confinement. Donc du coup, bah, les librairies étant fermées, etc., malheureusement, il n'a pas pu profiter de toute la visibilité que ce titre mérite. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire Comme sur un nuage. Le tome 1 est déjà disponible. Il y a le tome 2 et le tome 3 qui ne devraient pas tarder à arriver parce que la série est déjà terminée au Japon. Donc le rythme de publication sera probablement très régulier et assez rapide. Mais je vous invite dès maintenant à soutenir ce titre et à acheter du coup le tome 1 de Comme sur un nuage qui est disponible chez Akata. Takagi Senpai qui dit manga comme roman d'ailleurs, je suis d'accord, ils ont également de très bons choix de romans, notamment Je ne suis pas un gay de fiction, qui fait un peu penser à Comme sur un nuage dans le fait que c'est un récit own voice, donc écrit par une personne concernée. GPD qui dit nous on a eu la chance d'avoir les librairies qui restent ouvertes, donc niveau nouveauté ça va. J'ai pas trop de retard, il y a juste Hitorijime My Hero qui se fait attendre. Eh bien, vous avez bien de la chance, GPD, chez vous, de ne pas avoir eu les librairies fermées. Bon, nous, on a quand même, au bout d'un moment, pu s'habituer au click and collect, etc. Mais à ce moment-là, comme sur un nuage, voilà, c'était déjà plus une nouveauté quelque part, hein. Il était sorti fin octobre, donc c'était pas forcément dans l'esprit de tout le monde. Eh bien, en tout cas, je suis ravi, voilà, au niveau du sondage, vous êtes, une large majorité, à ne pas encore l'avoir, mais à vouloir le lire. Eh bien, j'espère que vous allez le faire et si vous le faites, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre lecture, et surtout à en parler autour de vous de ce titre-là. Je suis sûr que, vos followers, vos proches, pourraient fortement être intéressés par cette série Comme sur un nuage, disponible chez Akata. Et puisqu'on parle de Akata, eh bien, restons chez l'éditeur. Et cette fois-ci, voilà, comme je vous le disais, on va parler de séries très variées. Et là, maintenant, on va s'intéresser, après un shonen, donc Akata, on va s'intéresser à un shoujo de science-fiction. Donc ça, très intéressant. Moi, dès qu'ils ont annoncé Akata, voilà, qu'ils allaient sortir des shoujo assez originaux, donc shoujo science-fiction, un shoujo également historique,
Moi, ça a tout de suite attiré mon attention et quand ils ont annoncé Nos temps contraires, moi j'ai direct été conquis par le synopsis, je trouve ça, vraiment fascinant. Donc voilà, Nos temps contraires, le tome 1, qui est déjà disponible, en librairie. Et bien, moi, c'est un très, très gros coup de cœur. Donc je le redis, c'est pas du tout un boys love, c'est pas non plus un manga LGBT, c'est un shoujo de science-fiction qui est vraiment passionnant. Alors, l'histoire est un peu compliquée à vous expliquer parce que vraiment, Nos temps contraires, c'est tout un univers qui est super bien expliqué dans ce tome 1. Malgré la complexité, entre guillemets, de l'univers, on est tout de suite plongé dedans de manière très naturelle. Vous savez, souvent dans les mangas de science-fiction ou les mangas fantastiques avec un univers bien précis, on a souvent, le premier chapitre ou même plusieurs, chapitres au tout début qui sont hyper didactiques en mode: «Bah, voilà, dans ce monde-là, ça se passe comme ça, il y a, tel type de personnages qui ont tel type de pouvoir», et du coup, bon, c'est un peu lourd. Là, non, l'univers, il est introduit de manière progressive et de manière très naturelle dans le récit. Donc, il y a des choses qu'on comprend pas, immédiatement, mais qui sont ensuite incluses, très naturellement dans le récit. Donc en gros, pour vous situer, déjà ça c'est un point, très positif, moi qui m'a bien plu, c'est que, Nos temps contraires, donc on est, dans un futur, en tout cas on imagine, puisque la Terre n'est plus, habitable depuis, quelques dizaines, si ce n'est même, centaines d'années. Et donc du coup, toutes les nations ont créé ce qu'ils appellent des cocons, spatiaux. C'est-à-dire que c'est des stations spatiales, voilà, je cherchais le terme, des stations spatiales qui, pour chaque nation qui existait sur la Terre, a un nom. Donc, vous avez le Tokyo Cocoon, vous avez le New Delhi Cocoon pour l'Inde, vous avez le New York, je crois, Cocoon pour les États-Unis. Enfin bref, c'est, tout un tas de stations spatiales. Donc il y a quelques millions, de gens qui sont encore, vivants, dans ces stations, spatiales. La Terre n'est plus du tout habitable et donc du coup, ces stations spatiales gravitent un petit peu, partout dans l'espace. Et donc voilà, dans cet univers-là, donc il y a, les descendants des terriens, qui eux ont pas forcément toutes les prédispositions pour bien vivre dans cet univers-là avec la pesanteur et cetera, qui ne sont pas, naturelles dans le corps des humains. Et il y a ce qu'on appelle des voilà, je revérifiais le terme pour ne pas me tromper, mais donc il y a des enfants néothènes. Il y en a, je vais pas vous dire, le chiffre exact parce que je vais pas le retrouver là, mais en gros, voilà, on les voit ici, c'est eux les enfants, néothènes. Alors je dis enfants d'ailleurs, en fait, justement, ils ont l'apparence d'enfants, mais en fait, c'est juste qu'ils vieillissent, beaucoup plus lentement, que les humains entre guillemets, «normaux». Donc du coup, ils ont l'apparence d'enfants, mais au début du récit, ils ont, 20 ans et pourtant ils ont l'apparence, voilà, de gamins de pré-ado, quoi, on va dire. Donc il y a tout cet univers-là, donc avec ces enfants, néothènes, et en fait, on est dans une société, donc avec toutes ces stations spatiales qui est ultra, surveillée. Pourquoi? En tout cas, c'est la justification, qu'il y a dans cet univers-là. Il y a des caméras de surveillance partout, il y a des contrats qui doivent être passés pour avoir des relations avec d'autres personnes. Tout ça pour essayer d'assurer, la descendance et le fait que l'humanité ne disparaisse pas, en fait. Donc typiquement, si vous voulez, vous marier ou même ne serait-ce qu'embrasser, une personne, vous devez déclarer votre relation. Donc il y a plusieurs types de relations qui peuvent être déclarées. En gros, quand vous naissez, on vous, attribue un partenaire, ce qu'ils appellent partenaire initial, donc qui est, votre partenaire de base. Ensuite, vous pouvez avoir des partenaires secondaires et même des partenaires tertiaires.
Et ça, peu importe quel est votre genre. Donc vous pouvez être homme, ou femme et déclarer un partenaire secondaire ou tertiaire qui soit homme ou qui soit femme. Mais en tout cas, l'idée c'est d'assurer, la descendance, de l'humanité, dans ces stations spatiales, ce qui fait qu'il y a cette société, ultra contrôlé, et notamment, en termes, amoureux et en termes sexuels. Donc il y a des caméras vraiment partout, sauf à un endroit. Sur la station spatiale Tokyo Cocoon, il y a un espèce de quartier de cette station spatiale qui échappe à toute loi, à toute règle, à toute caméra de surveillance, qui s'appelle le Kyoto Cocoon, qui n'est pas une station spatiale à part, elle est vraiment dans la station spatiale Tokyo Cocoon. Et donc les enfants, enfin il faut que j'arrête de dire les enfants, mais ils ont l'apparence d'enfants, donc c'est très perturbant. Mais les néothènes vont s'aventurer dans cet endroit-là parce que alors eux, ils sont encore plus contrôlés que des humains entre guillemets normaux, puisque les néothènes, eux, donc comme je vous l'ai dit, ils vieillissent très lentement, ce qui fait qu'ils vivent des centaines d'années. Donc ce sont eux qui sont les plus à même d'assurer la descendance et la nouvelle entre guillemets humanité, nouvelle humanité qui sera beaucoup plus adaptée à la vie dans l'espace, donc à la pesanteur, etc. Et donc ces néothènes, ils vont s'aventurer à Kyoto Cocoon et ils vont faire la connaissance d'une personne qui est là clandestinement, qui n'est pas déclarée et donc qui ne peut que vivre dans le Kyoto Cocoon. Et en fait, il y a un des néothènes qui va tomber amoureux de cette personne et là, ça va tout chambouler. Je vous dis pas pourquoi, je vous laisse le découvrir dans ce tome 1 de Nos Temps Contraires, mais en tout cas, c'est vraiment cette rencontre avec cette personne qui donc vit clandestinement à cet endroit-là, qui va bouleverser notamment bah, toute la relation qu'il y a entre les néothènes qui vraiment ont grandi ensemble et donc qui ont une relation extrêmement proche, extrêmement privilégiée. Pour autant, ils sont plutôt mélangés à toute la population, mais ils sont extrêmement surveillés. Et vu que je vous l'ai dit, il y a des caméras de surveillance partout, bah, du coup, n'importe qui peut observer leurs moindres faits et gestes. Donc c'est pour ça qu'ils sont évidemment tentés d'aller au Kyoto Cocoon, où justement ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc par exemple, s'asseoir sur le même banc qu'une personne qui n'est pas notre partenaire initial, bah, ça c'est un truc de fou qui est normalement interdit si jamais vous êtes filmé, si jamais vous êtes dans un espace régi donc par ces règles-là de contrôle, de contrat entre partenaires. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça juste passionnant. Là c'est que le premier tome, il y a pas mal de tomes, je crois qu'il y a 7 tomes de Nos Temps Contraires, mais ce qui est super bien parce que c'est un univers tellement vaste qu'il va avoir besoin de développement et qu'il y a tellement de choses à faire avec cet univers-là. Donc du coup, ça nous interroge donc d'abord sur l'aspect écologique. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant avec ce côté, donc comme je l'ai dit, la Terre n'est plus habitable parce que eh bien, les humains l'ont saccagée, l'ont détruite, ce qui nous rappelle quand même beaucoup la situation actuelle avec le dérèglement climatique. Voilà, donc il y a beaucoup de discours. En gros, l'humanité dans cet univers-là ne veut pas reconnaître que c'est l'humanité qui a mené la Terre à sa perte. Donc voilà, il y a ce côté-là où ils font pas forcément amende, amende honorable. Et il y a tout un discours à l'inverse du coup qui dit que bah oui, c'est le fait de ne pas avoir respecté l'obscurité en mettant plein de néons lumineux, de lumière, etc., que les humains ont cru que la Terre leur appartenait, et c'est ça qui a mené la Terre à sa perte. J'ai lancé le petit sondage, donc n'hésitez pas à me dire si, Nos Temps Contraires, c'est un manga que vous avez déjà, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous hésitez à vous l'acheter, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout intéressé par ce titre-là.
Donc voilà, l'aspect écologique est intéressant et ensuite il y a vraiment l'aspect, sentiment, puisque, bah, qu'est-ce que ça fait finalement d'être lié dès la naissance, d'être, considérés comme partenaires dès, la naissance? Ils sont tous les néothènes partenaires initiaux les uns des autres et donc un peu la question c'est de savoir, lesquels vont pouvoir se reproduire, lesquels auront les gènes les plus compatibles pour pouvoir se reproduire et assurer une descendance. Donc voilà, il y a cette question des sentiments, partenaires secondaires, tertiaires, pour le coup, c'est eux et elles qui les choisissent, leurs partenaires secondaires et tertiaires. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir comment, d'autres sentiments peuvent se développer malgré, cette société extrêmement contrôlée. Et ensuite, il y a évidemment, bah, l'aspect, comment dire? Humanité, l'aspect éthique, c'est-à-dire, cette société-là, voilà, est-ce qu'elle est acceptable? Le fait de contrôler les moindres faits et gestes, de tout, de toutes les personnes qui vivent là, des millions de personnes avec des caméras de surveillance partout. Et ces néothènes, là, quel rôle ils vont jouer, au sein, de l'existence de l'humanité. Donc ça, c'est également très intéressant. Donc comme toujours avec Taifu Comics, on a les 3 petits mots-clés, donc là qui sont science-fiction, humanité et société. Donc c'est très bien résumé, voilà, l'aspect SF, bah, c'est avec ce futur imaginé, dans l'espace. Le côté humanité avec, les néothènes qui doivent assurer la descendance de l'humanité, et le côté société, comme je vous l'ai dit, avec cette société d'ultra surveillance. Est-ce que c'est un manga choral ou est-ce qu'il y a vraiment un perso principal? Alors en termes de narration, il y a un personnage principal qui est Arata. Arata, que je vous le montre. Il a toujours un masque, alors c'est tristement, tristement d'actualité. Voilà, c'est lui Arata. Donc là, il a un aspect enfantin, mais à ce moment-là du récit, il a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est né en tout cas. Mais il a l'apparence d'un gamin parce que les néothènes vieillissent lentement. Euh, donc, du coup, c'est Arata le narrateur, mais en tout cas, vraiment, le destin en fait des néothènes est tellement lié, et vu que, comme je vous l'ai dit, ils grandissent ensemble quasiment depuis qu'ils sont petits, donc c'est vraiment le destin de tous les personnages est tellement lié qu'il n'y a pas vraiment une personnalité qui se détache d'une autre. Du coup, eh bien, c'est assez partagé au niveau du sondage. Il y a pas mal de personnes qui hésitent, donc n'hésitez pas dans le chat, à me dire, ce qui vous fait peut-être hésiter à acheter ce titre-là. Je pourrais peut-être répondre à vos questions comme je l'ai fait avec Sombresse. Karkari, tout à fait, c'est un manga Akata. Et donc c'est un super choix comme d'habitude en même temps avec les éditions Akata, parce que c'est un shoujo vraiment pas comme les autres. Non, si j'ai dit Taifu, c'est une erreur de ma part. Non, c'est un manga de Akata. Rien à voir, comme je vous l'ai dit, c'est pas un manga Boys Love, hein, donc c'est pas paru chez Taifu. Donc non, c'est bien un manga Akata. Et c'est un excellent choix. Voilà, le shoujo, comment dire, on a un peu ce préjugé-là du shoujo qui se passe forcément au lycée, qui est un peu entre guillemets cucu, etc. Voilà, c'est évidemment totalement biaisé, totalement faux. Donc là, voilà, sortir un shoujo de science-fiction, eh bien c'est un super pari et c'est un pari largement réussi. Ce manga, il est juste mais fascinant. Euh, Moi, j'adorerais qu'il y ait un animé de ce shoujo parce que vraiment, ça amène des thématiques hyper universelles et très intéressantes à exploiter. C'est très très bien raconté. L'univers est très poétique. Comme vous le voyez, voilà, on a ces personnages-là, moi je les trouve hyper élégants. Ça nous interroge sur pas mal de choses. Voilà, on a plein de technologies qui nous sont présentées dans le futur. C'est intéressant, ça nous interroge sur effectivement qu'est-ce qu'on fait de notre planète et si jamais la Terre n'était plus habitable, qu'est-ce qu'il adviendrait?
de l'humanité. Donc voilà, c'est des questions vraiment intéressantes à se poser. Donc je vous conseille très fortement la lecture de Nos temps contraires, tome 1 pour l'instant. C'est le premier tome qui est sorti en octobre ou en novembre. Enfin bon, il n'y a pas très longtemps. En tout cas, il est disponible, ce tome 1. Et je vous le conseille largement si vous êtes fan de ce type d'histoire ou si vous êtes juste curieuse ou curieux de découvrir cet univers hyper bien recherché. Ah oui, avant de passer à la suite, je voulais absolument vous montrer. Donc vous voyez, pour vous montrer à quel point cet univers est pensé et riche, et bien vous voyez ici, voilà, on a plein de croquis en fait qui nous expliquent comment est structuré le Tokyo Cocoon, donc la station spatiale japonaise. On va du coup passer à la suite. Cette fois-ci, on va rebasculer côté Taifu, mais côté Taifu Yuri avec Luminous Blue. Donc Luminous Blue, il y a le tome 1, c'est un récit en 2 tomes, un Yuri en 2 tomes. Donc là, c'est le premier tome qui est sorti en octobre. Là aussi, au niveau des dates, je suis un peu perdu, mais je crois que c'est sorti en octobre. Donc Luminous Blue, pour le coup c'est un Yuri qui se passe au lycée, donc on a l'arrivée d'une nouvelle élève, donc c'est elle qu'on va suivre. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Ko, donc c'est elle qu'on voit sur la couverture. Et donc Ko, elle est passionnée de photographie. Et donc merci GPLI, merci beaucoup d'avoir été là, bonne soirée et bonne nuit à toi aussi. Donc Luminous Blue, on a Ko donc, qui arrive dans ce lycée et qui donc est passionné de photographie et qui va du coup s'intéresser au club de photographie du lycée. Elle va vouloir participer à un concours de photographie et pour ça, elle va demander à 2 des élèves de sa classe d'être ses modèles. Donc du coup, elle va les suivre en fait dans la vie de tous les jours et elle va les photographier. Donc c'est elle qu'on voit. Je trouve ça super bien fait. Voilà, on voit les 2 filles ici dans l'objectif. Et donc elle va sentir. Donc ces 2 filles-là, elles sont super amies et tout. Mais elle va sentir qu'il y a autre chose. Et vous allez comprendre pourquoi elle va sentir ça. Vous voyez ici. Donc en fait, là, elle leur demande un petit peu de poser pour la photo, de jouer avec la glace, c'est l'été, etc. Donc là, voilà, elle va sentir qu'il y a un truc entre les deux. Il y a une espèce de tension qu'on ressent tout le long de ce tome 1 et on va comprendre plutôt vers la fin du récit. Donc du coup, je vais pas forcément vous révéler ça parce que ça serait potentiellement ce qu'on pourrait considérer comme un spoil. J'ai quand même envie de vous laisser découvrir, cette histoire-là. Mais en tout cas, il y a un secret, entre guillemets, qui entoure ces 2 filles-là. Donc du coup, le tome 1, il est vraiment essentiellement basé sur ça, sur le travail de de photographie de ces 2 filles-là et de cette tension qu'il y a entre ces 2-là et parallèlement de l'effet que ça procure à Ko. C'est-à-dire que Ko va être perturbée à force de les avoir dans l'objectif, ces 2-là. Ben voilà, elle va être un peu chamboulée, un peu perturbée, donc c'est assez intéressant. On sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais on sent qu'elle est chamboulée et d'ailleurs elle-même ne comprend pas trop ce qui se passe dans sa tête. Donc du coup c'est vraiment intéressant comme récit. Moi j'ai beaucoup aimé ce Yuri et surtout j'attends avec grande impatience le tome 2 qui est également le dernier, hein, deuxième et dernier tome. Parce que bah, j'ai hâte de voir comment va se poursuivre et va se terminer ce récit-là qui est sur le tome 1, globalement, comment dire, c'est un Yuri, mais pour le moment, il se passe, il n'y a pas de relation clairement définie et clairement acquise, hein. Donc je vous ai mis le sondage de Luminous Blue, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté ou lu, commandé
Luminous Blue, si c'est un manga qui vous intéresse, si vous hésitez ou si vous n'êtes pas intéressé. Je lisais Sombresse sur le chat qui disait que les dessins ont l'air très beaux. Je te confirme, c'est un des grands points forts. Donc je vous remonte l'illustration en couleur parce que c'est vraiment celle qui permet de s'apercevoir de tout le talent du dessin de l'autrice qui s'appelle Kyoko Iwami. C'est vraiment très très beau. Et puis voilà, on va avoir cet aspect photo qui va être vraiment très bien exploité par la mangaka tout du long. On vit beaucoup l'histoire à travers l'objectif de Ko. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, elle a toujours son appareil photo autour du cou. Et oui, effectivement, les dessins sont vraiment très très beaux. Il faudrait que je vous trouve une double page parce elle en fait assez souvent et c'est souvent très très beau. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une très grande case qui est une magnifique illustration. Cette double page, elle est vraiment très très belle. Donc on a voilà, les deux filles qui se rapprochent petit à petit et qui finalement vont se rapprocher de la glace. C'est vraiment très très beau et Ko du coup va voilà cette double page aussi qui est vraiment superbe. Et donc on vit à travers l'objectif de Ko. Là vraiment c'est Ko qui est censé prendre des photos des deux amis en train de s'amuser, de rigoler, etc. Donc c'est vraiment très très beau. C'est très intriguant, on a envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2 parce que finalement ça avance pas si vite que ça dans ce tome 1. Donc j'espère que le tome 2 va répondre à toutes nos questions parce que là il y en a beaucoup. Mais c'est ça qui en fait un récit vraiment intéressant. Sombresse qui dit j'hésitais beaucoup à l'acheter, mais en voyant les dessins, ça me donne fort envie de craquer. Franchement, les dessins à l'intérieur, bah, effectivement, l'aspect graphique est vraiment un des points forts de Luminous Blue. Il n'y a pas que ça, hein, évidemment, l'histoire derrière est vraiment intéressante dans la manière dont elle est amenée. Il y a une grande variété aujourd'hui dans le Yuri, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Blue Popping qui dit je crois que j'ai misclick mon vote. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est juste voilà, pour avoir une idée globale de l'intérêt qui est porté autour des titres que je présente, mais rien de grave, Blue Popkin, il n'y a pas de souci, on n'est pas dans le BL Quiz où là un misclick serait fatal, fatal pour toi. Donc que vous soyez déjà adepte de Yuri ou pas, je pense que Luminous Blue peut largement vous intéresser parce que l'aspect Yuri, comme dans Le Monstre et la Bête, je disais que l'aspect Boys Love n'était pas foncièrement présent, dans Luminous Blue c'est un peu pareil, c'est vraiment l'adolescence qui est mise en scène. Et donc voilà, l'aspect Yuri n'est pas forcément prégnant dans le récit, même si voilà, on comprend que oui, on est dans un Yuri et je pense que dans le tome 2, on va encore mieux comprendre cet aspect-là, Girls Love Yuri. Donc Luminous Blue, c'est disponible chez Taifu Comics. Alors maintenant, je ne vais pas pouvoir vous montrer physiquement parce qu'il n'existe pas en version physique, mais il est disponible sur toutes les plateformes numériques. Je parle de Cosplay Club. Alors Cosplay Club, c'est pas souvent que je fais ça. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour Je ne suis pas un gay de fiction. Je vous parle rarement de romans. Et donc là, Cosplay Club, c'est un roman qui est donc disponible pour l'instant uniquement en numérique. Donc vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes hein, en recherchant le titre. Si vous allez sur le site de Hachette aussi, qui donc a publié ce roman, vous pourrez le trouver. Donc l'auteur de Cosplay Club, vous le connaissez peut-être puisqu'il s'agit de Pralinus, donc qui publie sous le nom de Théo Kotenka. Et Cosplay Club, donc c'est un roman. Moi, je lis beaucoup de mangas, mais assez peu de romans. Et bien celui-là, je l'ai dévoré. Il fait 220 pages, je crois. Et voilà, je l'ai littéralement dévoré. Donc Cosplay Club, comme son nom l'indique, ça va être l'histoire donc de... évidemment, je vais perdre son nom.
Je vais essayer de vous retrouver ça. Aïe, aïe, c'est terrible. C'est trou de mémoire sur les prénoms à force de lire plein de plein de titres. Marjolaine, voilà. Marjolaine qui, en plus j'aurais dû m'en souvenir puisque son surnom c'est Barjo. Marjo, Barjo. Donc qui, au lycée, va faire la découverte d'un nouvel élève. Donc décidément, on est beaucoup ce soir dans les nouveaux élèves, qui intègrent un lycée. Et donc, elle va rencontrer ce nouvel élève. Et donc en fait, au fil des discussions, ils vont s'apercevoir qu'ils ont une passion commune qui est le cosplay. Et donc ce nouvel élève va, vouloir absolument eh bien, lancer un club donc de cosplay au sein du lycée. Donc Marjolaine, bon, elle se fait un peu, un peu embarquer là-dedans par Léo. Voilà, c'est Léo le nouvel élève. Et donc elle va se laisser embarquer par Léo. Et donc ils vont se lancer dans ce projet-là. Donc ils vont déposer un projet au lycée. Ils vont rechercher un prof référent, ils vont essayer de recruter des membres, puisqu'évidemment il faut un certain nombre de membres avant que le club puisse être officiellement ouvert. Donc ils vont se lancer dans cette aventure et ça va être plein d'embûches parce qu'il y a énormément de préjugés autour du cosplay. En plus, ils sont dans une ville voilà, qui est pas très grande. Ça se passe pas à Paris ou dans une autre grande ville. Donc le cosplay, voilà, c'est un concept qui est un peu étranger aux habitantes et aux habitants de cette ville. Donc du coup, ils vont se heurter à beaucoup d'obstacles. Mais voilà, ils vont quand même former une petite troupe, je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais en tout cas, il va y avoir toute une petite bande de lycéennes et de lycéens au profil hyper varié et ça, c'est vraiment un point très positif du récit. C'est qu'on va avoir donc, Marjolaine donc, qui est noire, qui a une meilleure amie qui s'appelle Mad, donc qui est également noire. On va avoir des personnages trans, des personnages bi, des personnages gays. Enfin bon, on a vraiment un- comment dire, un panorama de personnages extrêmement variés. Et ça fait juste trop de bien. Moi, j'aurais adoré pouvoir lire Cosplay Club au lycée parce que c'est vraiment des personnages bah, qui me ressemblent, auxquels je peux m'identifier. Et ça n'existait pas quand moi j'étais au lycée. Il n'y avait pas de récit où je pouvais lire un récit de lycéenne, lycéen, fan de manga, de cosplay, qui faisait partie du spectre LGBT. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un manga, pardon, un livre, un roman qui me paraît super important. Et le talent de Théo, c'est vraiment de rendre les personnages hyper, hyper attachants. Concrètement, voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de Léo, de Marjolaine et de toute la bande parce que ils sont super attachants. Voilà, il va y avoir plein d'histoires entre elle et eux. Il y a évidemment le développement du club de cosplay aussi qui tient pas mal en haleine. Moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur le monde du cosplay que je connais de loin parce que je fréquente des conventions, etc. Mais là, on entre vraiment dans les coulisses du cosplay. Donc du coup, c'est vraiment aussi cet aspect-là est très intéressant. Théo faisant lui-même du cosplay, on a vraiment les coulisses de ce petit monde-là. Et c'est vraiment très intéressant de voir que voilà, c'est passer des heures et des jours sur un projet de costume avec les moyens du bord. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Il y a du coup il y a de tout, il y a de l'humour, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, hein. Il y a plein de dramas, mais c'est ça qu'on aime aussi, hein, évidemment, dans les histoires. Si tout se passe toujours bien tout du long, bah, c'est quand même un récit peut-être un peu ennuyant. Donc là, non, il y a vraiment plein de rebondissements, des petits dramas, des personnes maladroites qui vont se rendre compte de leur erreur, etc. Enfin, globalement, on est sur voilà, un récit hyper feel good. Moi,
j'avais la banane en le lisant et j'avais la banane quand j'ai passé la dernière page. Donc je peux que vous conseiller, même si vous n'êtes pas lectrice ou lecteur régulier de romans, de vous intéresser à celui-ci, donc Cosplay Club, qui est écrit par Théo Kotenka. Alors je ne vous ai pas encore lancé le sondage, je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, ça se lit aussi, il faut le dire, assez facilement, hein. Le récit, voilà, il est raconté à la première personne par Marjolaine. Donc du coup, c'est vraiment du langage, adolescent et d'ailleurs ça c'est très, très, très bien fait. Il y a beaucoup de références, justement au monde adolescent, d'aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose que Théo a super, bien su faire. Moi j'ai été largué, ce qui prouve que je suis maintenant vieux. J'ai été largué avec les références musicales, aux applications, etc. Enfin, il y a beaucoup de références très, très adolescentes. Donc vous saurez si vous êtes vieux ou pas, vieille ou pas, en lisant Cosplay Club, si vous êtes encore ado dans l'âme ou pas. Voilà, il y a des citations de chansons de Aya Nakamura, par exemple, des choses comme ça. Enfin, c'est assez, assez amusant. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez déjà lu, acheté Cosplay Club, si vous avez envie de l'acheter, si vous hésitez ou si vous n'êtes pas intéressé. Alex qui dit: «Oh non, je me sens déjà assez vieille comme ça». Non mais je te rassure, voilà, tu vas juste te dire qu'effectivement tu es plus ado et que tu as pas forcément les codes des ados d'aujourd'hui. Mais du coup, ça va aussi te permettre de découvrir, ce monde-là. Et moi, peut-être que maintenant, si je croise des ados, bah, je pourrais comprendre certaines de leurs références en les ayant lues dans Cosplay Club. Donc je vous l'ai dit, c'est uniquement disponible en numérique pour l'instant. Takagi Senpai qui dit Aya Nakamura, pire argument, je plaisante. Non mais voilà, c'est juste pour dire que Théo s'est vraiment plongé dans la tête des adolescentes et adolescents d'aujourd'hui et que donc, effectivement, dans leur discours, etc., et c'est ça qui rend le récit crédible. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils existent, en fait, les personnages qu'il y a dans ce roman, voilà, avec ces références très, très actuelles. C'est super intéressant. Et bien voilà, c'est égalité, égalité parfaite. Autant de gens qui le veulent que qui hésitent ou qui ne sont pas intéressés. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas intéressé effectivement parce que c'est un roman, qu'en plus il est disponible pour l'instant qu'en numérique. Moi c'est vrai que je suis pas habitué à lire des romans et alors encore moins en numérique. Mais là, ça m'a pas du tout perturbé. Et au contraire, comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment lu d'une traite, donc ça c'est top. Et la dernière chose que je voulais préciser, donc comme je vous l'ai dit, le personnage principal de Cosplay Club, donc est noir, c'est une lycéenne noire. Donc du coup, Théo a fait appel à ce qu'on appelle des sensitive readers, donc des personnes concernées. On parlait de récits on voice tout à l'heure, là c'en est pas un puisque Théo n'est pas noir. Donc il a fait appel à des sensitive readers qui, eux, donc étaient, enfin sont noirs et qui du coup ont pu lui faire des retours sur tel et tel aspect pour être le plus juste possible sur la représentation de personnages racisés. Blue Popkin qui dit: «Je lis beaucoup de romans, mais très peu de contemporains, alors qu'en manga, ça ne me dérange pas». Bah, là, franchement, en lisant ce roman, j'ai limite, eu l'impression de lire un manga, en fait. Il y a beaucoup, d'aspects du récit qui font penser à un manga et je trouve que ce récit aurait toute sa place en format manga. Donc voilà, voilà pour Cosplay Club. Je parle pas souvent de romans, mais celui-là, je l'ai tellement adoré qu'il fallait absolument que je vous en parle. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Peut-être même qu'il y a des extraits qui doivent être disponibles. C'est souvent le cas sur les romans disponibles en numérique. Souvent, il y a des pages, des extraits de pages qui sont disponibles pour que vous vous rendiez compte un petit peu du style et du type de récit. Voilà pour Cosplay Club et donc maintenant on va, finir, ce stream, avec beaucoup de chaleur et on en a besoin avec l'hiver
qui arrive et qui pointe son nez avec des températures très très froides. Et du coup, en plus, l'auteur de cette œuvre est présent parmi nous sur le chat. Je veux parler bien sûr de The Journal of Hiroki, que j'ai ici entre mes mains. Donc, The Journal of Hiroki, vous le voyez, c'est un petit manga bara. Alors il va falloir que je fasse extrêmement attention à ce que je vous montre, hein, puisque je vous l'ai dit, vraiment la température monte. Donc s'il y a des personnes mineures parmi vous, vous pouvez quitter ce stream là. Non mais je vais rien montrer d'explicite, hein, évidemment. Twitch ne me le pardonnerait pas. Mais ce que je peux vous montrer, voilà, c'est des extraits safe où les personnages sont habillés. Donc c'est super bien parce que c'est du bara. Donc le bara, c'est ce qu'on appelle au Japon plutôt du gay comique, donc du manga gay, qui est souvent très érotique, voire carrément pornographique. Donc là, on est là-dedans, hein. Tu m'arrêtes, hein, Kelvin, si je parle mal de ton œuvre, mais en tout cas, voilà, on peut clairement dire que le récit, d'ailleurs c'est marqué, hein, vous voyez, récit plus 18 pour adultes, hein. Je n'invente rien. C'est très explicite, donc pour public averti, pour public majeur, j'insiste dessus. Donc là, on n'est plus au lycée, on est carrément à l'université, donc avec des très très beaux mecs, comme vous le voyez ici. Donc voilà, les deux personnages principaux. Donc ici, vous avez le mec hyper populaire de l'université, très viril, que toutes les filles admirent, lui-même aime bien s'afficher avec des filles en mode voilà, très viril, mec, etc. Et on a ici le petit étudiant plus timide, lui qui est homosexuel et qui n'arrête pas d'observer l'objet de ses fantasmes de loin. Et on le comprend, hein, honnêtement, il y a de quoi, se faire plaisir au niveau des yeux. Ouais, voilà, vous voyez, c'est quand même. Je pense que s'il y avait ça dans la rue, peut-être que vous jetteriez un petit regard, hein. Donc voilà, on est là-dedans, et donc, eh bien, à un moment donné, donc je vous l'ai dit, donc le baseballer, c'est vraiment l'objet des fantasmes de l'étudiant timide, et il va y avoir un rapprochement physique et intense. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai rapprochement? Est-ce qu'il s'agit d'un rêve, d'un fantasme? Ça, finalement, on le saura peut-être jamais, mais en tout cas, ça nous donne droit à une scène vraiment intense de plusieurs dizaines de pages que je peux évidemment, du coup, pas vous montrer ici à l'écran, mais qui est vraiment, voilà, je vous l'ai dit, intense, je pense que c'est le mot, et qui est vraiment très réussi. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est un récit érotique, et pour le coup, il réussit très bien ce qu'il est censé montrer et ce qu'il est censé procurer, c'est-à-dire que c'est un récit extrêmement sexy, explicite, comme je vous l'ai dit, hein. Donc je le répète, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Il faut être adulte et avoir envie de lire un récit où le sexe est très clairement explicite. Il faut le préciser, c'est un récit tout en couleurs, ce qui est pas toujours le cas, hein. Voilà, je vérifie avant de vous montrer que que les pages sont montrables. Mais voilà, donc tout le récit est en couleur. Et pour le coup, voilà, je parlais des qualités graphiques, donc là vous le voyez, vraiment c'est juste impeccable. Enfin, je trouve il y a vraiment un vrai style chez Calvin. Je veux dire, si vous voyez ce type de personnage, vous saurez que c'est des personnages signés Calvin. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc le travail graphique est très très réussi. Donc je vous l'ai dit, je ne vous montre pas les pages explicites, mais je peux vous assurer que également quand c'est explicite,
C'est vraiment, très bien dessiné et très bien détaillé. Et au niveau de la colorisation, bah, là aussi, c'est impeccable, hein. Enfin, vous le voyez, c'est vraiment extrêmement, bien réussi. J'adore moi les expressions des personnages, voilà, qui blushent un peu au niveau des joues. Donc ça se dévore, hein, très clairement. Donc on est sur un récit, d'un petit peu plus de 70 pages. Donc il y a quand même de quoi se régaler. Donc si voilà, moi je soutenais le bara en France, il y a très peu d'œuvres bara qui existent en France, même au comment dire? Au Japon, c'est malheureusement de moins en moins, de moins en moins présent, hein. Les derniers magazines qui publiaient du gay comic, ont malheureusement, fermé, ils n'existent plus. Donc c'est pour ça par exemple que Gengoro Tagame qui à la base, donc avant d'écrire Le mari de mon frère, Or Colorful Days, qui sont des œuvres tout publiques, il est auteur de mangas gays. Donc, et même lui, du coup, n'ayant plus vraiment de plateforme sur laquelle s'exprimer, en papier en tout cas, eh bien, il s'est un petit peu plus, un petit peu plus tourné vers des récits plus grand public. Donc malheureusement, le gay comic est un petit peu en train de, bah, presque de c'est triste à dire, mais de mourir, hein. Donc il y a aussi un titre qui est sorti chez Akata qui s'appelle Mes yeux rivés sur toi, qui est aussi écrit par un auteur qui à la base fait du gay comique et donc lui pareil, il s'est maintenant tourné plus vers des récits grand public. J'ai lancé le sondage, donc n'hésitez pas, comme vous l'avez fait tout au long de ce stream, à voter pour dire si vous avez déjà The Journal of Hiroki, ou alors si vous le voulez, si vous hésitez à l'acheter ou pas, ou si vous n'êtes pas intéressé par ce récit explicite, je le rappelle, donc pas à mettre entre toutes les mains. Donc je voyais Blanche qui est d'accord avec ce que je disais, c'est-à-dire que Kelvin a vraiment un style bien à lui et que ça c'est vraiment cool. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Comme je l'ai dit, si on voit un personnage dessiné comme ça, on saura que c'est Kelvin. D'ailleurs je vous l'invite si c'est pas encore fait à le suivre notamment sur Twitter où il poste plein d'extraits notamment de ses futurs projets. Donc j'espère évidemment pouvoir découvrir ces futurs projets-là, parce que je sais qu'il y en a plein hein, chez Kelvin et que The Journal of Hiroki, c'est vraiment que la première de très nombreuses œuvres. Et donc bah, bravo à toi Kelvin pour cette œuvre-là et de nous proposer, on a la chance de pouvoir avoir grâce à toi du bala français et ça c'est quand même super cool. Donc il y a des versions numériques et papier qui sont disponibles. Moi je peux que vous encourager à prendre la version papier parce que c'est quand même chouette de pouvoir le lire comme ça. Oui, ça je peux vous le montrer, voilà. On parlait tout à l'heure aussi de personnages chibi. Ici, vous voyez, hein, on a aussi les personnages en mode chibi qui sont trop cute. Euh, donc voilà, bah, je vois Alex qui parle justement d'un des nouveaux projets AGCA de Kelvin. Voilà, il y a plein d'autres œuvres qui sont à suivre. Donc, eh bien, si vous appréciez le style de Kelvin, soyez attentif à ses réseaux sociaux, puisqu'il y a plein d'autres œuvres qui arrivent. En attendant, eh bien, je vous invite à vous procurer celui-ci, The Journal of Hiroki. Donc c'est un one-shot, hein, c'est une histoire avec une scène principale, mais tellement intense, donc d'amour, comme je dis, une scène d'amour très explicite. Ce qui fait plaisir aux yeux et notamment aux yeux de Jado, puisque on est sur des personnages hein, extrêmement musclés, je l'ai dit. Et bien voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai gardé le récit le plus hot pour la fin, pour être sûr qu'il n'y avait que des personnes qui puissent lire ce genre de récit qui soient là.
Donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. J'espère ne pas avoir été trop long et surtout vous avoir donné envie de lire plein de nouveaux titres. Donc, très rapidement, je vais vous repasser un petit peu tout ce dont on a parlé ce soir, si vous étiez peut-être pas là dès le début. On a parlé Boys Love d'abord avec Le Monstre et la Bête, donc le tome 2 qui est sorti en octobre. L'occasion de découvrir, si ce n'est pas encore fait, cette excellente série super mignonne et pleine d'action, Le Monstre et la Bête. On a ensuite parlé côté Boys Love de l'Omegaverse qui renverse tous les codes de l'Omegaverse, hein. Megumi et Tsugumi, c'est disponible chez Taifu Comics et c'est super drôle et super bien fait. Et même si vous n'êtes pas fan d'Omegaverse, vous pouvez aimer ce récit. On a ensuite fait un tour du côté de Hakata avec le trop peu connu Comme sur un nuage, un manga, donc non boys love, c'est un manga shonen qui met en scène un personnage homosexuel, un lycéen gay, et qui est un récit own voice puisque c'est écrit par un auteur qui est lui-même homosexuel et c'est très intéressant, très mignon, plutôt feel good et c'est une série terminée en 3 tomes avec le tome 1 pour l'instant disponible aux éditions Akata. On est resté ensuite chez Akata, mais on est passé d'un shonen à un shoujo. On a parlé de Nos temps contraires, un excellent shoujo de science-fiction qui nous fait nous poser plein de questions sur comment on traite la Terre aujourd'hui, ça pose plein de questions aussi sur l'humanité, l'existence de l'humanité et la descendance de l'humanité à travers les siècles. Et aussi, ça pose plein de questions éthiques sur la société notamment de contrôle avec plein de caméras de surveillance partout. C'est un univers tellement riche et tellement intéressant, je peux que vous inviter à vous intéresser à Nos temps contraires, le tome 1 est pour l'instant disponible chez Akata. Ensuite, que je me perde pas, on a parlé Yuri avec Luminous Blue, l'excellente nouveauté d'octobre de Taifu Comics, avec de très très beaux dessins, une histoire très intéressante hein, derrière aussi, et une tension entre les deux personnages qu'on voit là dans l'objectif, qui se ressent tellement dans les dessins et dans l'histoire, c'est vraiment assez impressionnant à lire. Et donc c'est une série en 2 tomes, là pour l'instant c'est le premier tome qui est sorti en octobre chez Taifu. On a ensuite parlé roman avec Cosplay Club de Théo Kotanka. Donc là, c'est toute une bande de lycéens fans de cosplay et qui vont essayer de briller dans ce monde du cosplay. Il va y avoir des dramas, etc. Beaucoup de représentations avec des personnages racisés et des personnages LGBT. Donc ça, ça fait du bien quand même à voir, hein, il faut le dire. Donc Cosplay Club, c'est disponible uniquement en numérique sur toutes les plateformes. Et on a terminé avec The Journal of Hiroki, donc ce one-shot de Kelvin, un bara français. Ça fait plaisir à lire, surtout que c'est de qualité, c'est tout en couleur. Et eh bien on se régale, donc allons soutenir cet artiste de bara français. C'est assez rare pour eh bien, soutenir le peu d'initiatives qu'il y a, surtout quand elles sont de qualité comme c'est le cas ici. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce stream review. On se retrouve très très bientôt. On va notamment parler de webtoon et de webcomic. Je vais essayer de vous initier à ce monde-là ou de vous faire découvrir des titres si vous vous intéressez déjà au webcomic. Et surtout, il y aura des coins à gagner pour découvrir des webcomics sur Dailytoon. Donc soyez au rendez-vous, je vous tiens très vite au courant. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux @yaoicast, Twitter, Instagram et donc très vite sur la chaîne Twitch. Merci encore et surtout n'oubliez pas que le yaoi soit avec vous. Bye bye.